Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Marion, votre professeur d'anglais. Aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons nous intéresser à la décolonisation britannique et plus particulièrement à la première période, celle des premières indépendances, entre 1919 et 1947. Alors, je n'ai bien sûr pas la prétention de vous présenter la décolonisation britannique de manière exhaustive et complète. C'est un processus qui s'étend sur, si on exclut le premier empire britannique, c'est-à-dire l'empire américain, qui s'est achevé avec l'indépendance des États-Unis. La décolonisation britannique s'étend sur tout le XXe siècle et sur toute la planète, plus ou moins, en tout cas sur tous les continents. C'est donc un processus très complexe, fascinant, très intéressant à décortiquer, mais dans cette vidéo, nous allons voir les points essentiels de la première période. Alors, mais tout d'abord, histoire d'être sûr que nous parlons tous bien de la même chose, j'aimerais revenir sur la définition de la décolonisation. Vous avez ici un texte à trous avec quelques mots de vocabulaire en couleur en dessous. Je vous laisse quelques secondes pour regarder et voir si vous arriveriez à compléter seul ce texte. Alors, voyons ça ensemble. Donc, le premier petit paragraphe. La décolonisation de l'Empire britannique, elle... Là, c'est pas difficile, on n'a qu'un seul mot masculin. Donc, le processus par lequel les territoires colonisés et soumis à la couronne d'Angleterre ont acquis leur indépendance par rapport à la métropole. Souvenez-vous, c'est le nom qu'on donne à la puissance colonisatrice. Ok ? Donc, un processus d'acquisition d'indépendance, des colonies qui reprennent leur indépendance par rapport à la couronne d'Angleterre. Attention, on a souvent tendance, parce qu'on regarde tout ça a posteriori et parce qu'on apprend les dates et les noms des hommes politiques dans des manuels et dans des livres d'histoire, à se dire que tout ça était finalement très très bien ordonné, que tout était prévu, etc. C'est pas du tout le cas. Il ne faut pas s'imaginer la décolonisation de l'Empire britannique comme une entreprise anticipée, c'est-à-dire que personne à Westminster, au Parlement, s'est levé un jour en disant « Ah tiens, on arrive à la moitié du XXe siècle, on va décoloniser. » D'accord ? Et ce n'est pas non plus une entreprise qui a été soigneusement planifiée par l'administration ou par les hommes politiques du Royaume-Uni. J'ai oublié progressivement, excusez-moi, je vois qu'il reste, il est là, à laquelle ils ont progressivement acquis leur indépendance. Bref, toujours est-il qu'il ne faut pas s'imaginer que la décolonisation a été ni anticipée, ni scriptée à l'avance et qu'on a décidé qu'on allait d'abord donner son indépendance à l'Inde et puis que quelques années plus tard, ce seraient les pays d'Afrique, etc. En fait, la décolonisation, souvenez-vous de la définition de l'Empire, qui est en fait une tension entre l'unité imposée par le pouvoir central et la diversité de la périphérie, des territoires conquis. C'est une tension constante. Tant que le pouvoir central arrive à maintenir l'unité, l'Empire garde sa cohésion. Ça ne veut pas dire que les territoires conquis cessent de vouloir en général reprendre leur indépendance. Bien au contraire. Au moment où l'équilibre des forces, si vous voulez, s'inverse, à ce moment-là, on a des processus d'acquisition d'indépendance qui se mettent en place. Et ça a été le cas pour l'Empire britannique. Et ça s'est fait de manière différente, dans des colonies différentes, parce que le contexte national et international était différent. Voyons des cas concrets pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. On va commencer par la première indépendance, hormis le Premier Empire toujours, donc qui est l'indépendance irlandaise qui s'est faite entre 1919 et 1921. L'Irlande avait depuis très très longtemps des volontés d'autonomie. Au départ, ce que réclamaient les Irlandais, en tout cas ceux qui souhaitaient une plus grande indépendance, c'était simplement la home rule, c'est-à-dire de pouvoir s'autogérer en Irlande. Non pas d'être indépendant du Royaume-Uni, non pas de sortir du Royaume-Uni, mais d'avoir le droit d'avoir leur propre parlement et de pouvoir faire leurs propres lois, etc., gérer leurs propres impôts, d'être indépendant, tout en faisant partie du Royaume-Uni. Ils ne demandaient pas l'indépendance, ils demandaient simplement une plus grande autonomie. Mais ces aspirations ont sans cesse été repoussées, acceptées, jamais appliquées. Enfin bref, ça a mené à une radicalisation de l'opinion des nationalistes irlandais qui ont dit, à partir de 1900,
1916 puis 1919, qui ont dit très bien, on ne veut plus la home rule, on veut l'indépendance pure et simple. Donc on a eu une radicalisation des demandes au niveau irlandais. Je vous ai mis ici le Easter Rising de 1916, c'est-à-dire la révolte qui a eu lieu à Pâques 1916 à Dublin, qui est un soulèvement assez célèbre, qui a été réprimé violemment par l'Angleterre, qui était en fait des nationalistes irlandais qui demandaient l'application de la Home Rule et qui demandaient une plus grande autonomie. Ça n'a pas été entendu par l'Angleterre, ça a été réprimé violemment, les meneurs ont tous été incarcérés. C'est important parce que la plupart de ces gens, on va les retrouver quelques années après lors de la guerre d'indépendance irlandaise. Le parti nationaliste irlandais s'appelle Sinn Féin et pendant les années de conflit 1919-1921, son bras armé, c'est l'armée républicaine irlandaise, the Irish Republican Army, IRA. Okay. Il y a eu 3 années de conflit. C'est pas vraiment une guerre ouverte et déclarée, puisque officiellement, on ne peut pas avoir... Enfin, c'est une sorte de guerre civile, si vous voulez, mais c'était plus des guérillas, des escarmouches, de la répression très violente entre les Anglais et les Irlandais. Et finalement, on a un traité qui vient mettre fin à ces années de conflit, un traité en 1921, mais par contre, on a la partition du pays. C'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, dans le Royaume-Uni, on a l'Irlande du Nord qui fait toujours partie du Royaume-Uni, alors que le reste de l'île s'est constitué en république, la République d'Irlande. Donc ce traité de 1921 institue la partition. Ça ne veut pas dire que c'était la fin des violences. On a eu une période très très troublée en Irlande, jusqu'à l'accord du Good Friday Agreement de 1998 qui a été signé, qui là a véritablement mis fin aux violences, et notamment aux violences de l'IRA, qui continuait avec des attentats, avec des violences, etc. Tout ça s'est arrêté en 1998. Et puis je vous ai mis un petit extrait d'une chanson que vous connaissez peut-être, Zombie des Cranberries, qui nous reparle de 1916. Tout ça pour vous dire que ces violences et ces troubles, cette période troublée est encore très présente dans l'imaginaire non seulement irlandais mais aussi britannique. C'est une période assez difficile. Si cette période-là vous intéresse, le film Michael Collins avec Liam Neeson et Julia Roberts qui est sorti il y a un moment déjà vous présente les choses de manière à la fois intéressante et compréhensible. Les 3 personnages clés à retenir de l'indépendance irlandaise, je vous les ai mis là. Donc on a Eamon de Valera, je vais vous écrire son nom. Donc lui, si vous voulez, c'est le père de ce qui a été l'État libre d'Irlande, c'est-à-dire l'entité politique intermédiaire entre l'Irlande, qui faisait intégralement partie du Royaume-Uni, et la République d'Irlande. Pendant un moment, on a eu ce qui s'est appelé l'État libre d'Irlande. Donc lui, c'en était le père. Si vous voulez, c'était la figure politique principale des indépendantistes irlandais, Eamon de Valera. Ici, en dessous, on a Michael Collins, qui était un proche de Eamon de Valera, qui est celui qui a été envoyé pour négocier le traité de 1921 et qui a aussi été un des généraux de l'armée républicaine de l'IRA pendant les conflits. Et puis, en face, vous avez Lloyd George, qui était lui Premier ministre britannique à l'époque. Donc voilà, si vous voulez, l'État, très schématiquement, des forces en présence. On avait Eamon de Valera et Michael Collins d'un côté, et Lloyd George en face, avec les milices britanniques. Ainsi donc, on a vu le premier exemple de l'indépendance irlandaise, et vous voyez qu'on a un contexte très particulier, avec des tensions entre les indépendantistes et la métropole, et un conflit particulier à cet endroit. Maintenant, on va voir l'indépendance de l'Inde qui s'est passée de manière tout à fait différente, bien que la dynamique soit la même, c'est-à-dire une colonie qui veut acquérir son indépendance. Donc l'indépendance de l'Inde a lieu plus tard, elle a lieu en 1947, donc on est après la Seconde Guerre mondiale. C'est important parce que vous savez que les anciennes puissances coloniales européennes sont sorties très affaiblies de la Seconde Guerre mondiale, la France, l'Angleterre, etc. La Seconde Guerre mondiale a été un gouffre économique en termes de vie, en termes de production industrielle, etc. Donc elles étaient très diminuées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est important parce que le rapport de force n'est plus du tout le même entre la métropole et ses colonies. L'Inde a toujours été... si vous voulez, même quand l'Inde a été conquise, l'Inde était déjà un regroupement de royaumes, donc a toujours été relativement mûre politiquement et a de très très vieilles revendications nationalistes. L'Inde a très longtemps demandé, par exemple,
le statut de Dominion. Souvenez-vous, les Dominions, c'était ces colonies qui étaient reconnues comme étant les plus matures de l'Empire britannique et celles qui avaient le plus d'autonomie. Et le parti politique qui a notamment insisté le plus pour avoir ce statut de Dominion, c'était le Indian National Congress, le Congrès national indien. Là, on est un peu dans la même idée qu'en Irlande, c'est-à-dire qu'au départ, les partis nationaux demandent plus d'autonomie. Les Irlandais demandaient la Home Rule, les Indiens demandent le statut de Dominion. On demande plus d'autonomie sans aller jusqu'à demander à sortir de l'Empire, sans aller jusqu'à une déclaration d'indépendance beaucoup plus radicale. Néanmoins, ce statut de Dominion n'est pas accordé à l'Inde. Et une fois de plus, ça va mener à la radicalisation des revendications. C'est certainement pas ce qui va décourager les indépendantistes. En Inde, ce qui a été le plus marquant, c'est que les revendications politiques se sont accompagnées de campagnes de désobéissance civile, sous l'influence notamment d'un homme qui est très très célèbre et dont on va voir la photo dans quelques secondes, c'est-à-dire de Gandhi, qui a encouragé la population à la désobéissance civile pour faire entendre le désir d'indépendance et d'autonomie de l'Inde. On sait parfois moins, ou on oublie parfois qu'il y avait une troisième force en présence, qui était la Ligue musulmane, the Muslim League, qui s'est beaucoup impliquée dans l'indépendance indienne, mais qui avait un point de vue religieux également, et qui souhaitait la création d'un État musulman indépendant. Vous savez qu'il y a beaucoup de musulmans en Inde, il y a aussi beaucoup d'hindous, beaucoup de bouddhistes, il y a de très très nombreuses religions. Et donc la Ligue musulmane souhaitait l'indépendance, mais souhaitait également une séparation religieuse. Finalement, l'Inde va accéder à son indépendance, mais comme encore dans le cas de l'Irlande, avec une partition, avec une séparation des territoires, qui va mener à la création du Pakistan, qui est le territoire musulman qui se trouve au nord du sous-continent indien. Donc si vous ne retenez que 5 personnages, parce que l'Inde, c'est un pays gigantesque et l'indépendance s'est déroulée sous l'influence de très nombreux courants, mais si vous n'en retenez que 5, retenez ceci. Donc on a celui-ci, normalement, vous devriez le reconnaître, ça c'est Gandhi. À droite, peut-être le reconnaissez-vous, il s'agit de Jawaharlal Nehru, donc leader du Congrès national indien. Et puis je vous ai mis ici Muhammad Ali Jinnah, qui était lui le leader de la Ligue musulmane. A-H. Ok. Donc ça, c'était du côté indien. En face, du côté britannique, nous avions donc à gauche, vous avez Lord Mountbatten, qui était le dernier vice-roi d'Inde et qui a géré la période de transition, la période d'indépendance. Et je vous ai mis également une photo de Clement Attlee, qui était Premier ministre britannique à l'époque. L'indépendance de l'Inde a été compliquée. Néanmoins, elle s'est faite de manière beaucoup moins conflictuelle qu'en Irlande, pour une question de personnes et de personnalité en présence, pour une question de rapport de force qui était différent à l'époque. Et donc c'est vraiment le contexte national et international qui a joué sur la nature de l'indépendance. C'est ça que j'essaye de vous montrer à chaque fois avec les exemples, et c'est ce que je voulais faire ressortir dans ma définition initiale. On ne peut pas voir la décolonisation comme un processus homogène. À chaque fois, ça s'est passé de manière différente, pour des raisons méta, si vous voulez, des raisons internationales, et aussi pour des raisons de personnalité en présence, parce que les négociations se font de personne à personne. En conclusion de cette vidéo, nous avons vu les premières indépendances du Royaume britannique, et nous avons pris de l'Empire britannique, et nous avons pris 2 exemples, l'indépendance irlandaise et l'indépendance indienne. Ce sont 2 indépendances qui sont symboliques, pour tout un tas de raisons, et qui se sont passées de manière plus ou moins violente, mais qui de toute manière préfigurent ce qui va être la tendance pour la suite du XXe siècle, c'est-à-dire l'émancipation des colonies par rapport à la couronne d'Angleterre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que vous l'aurez trouvée utile. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, pour plus de contenu. Et puis sinon, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.